Philippe Labro, Ma mère s'est inconnue. Ce livre est touchant, bouleversant, émouvant, intelligent. Enfin, il a toutes les qualités. Il est extrêmement agréable à lire. Vous avez fait une véritable enquête, un véritable travail d'investigation qui a commencé du vivant de votre maman, puisque vous alliez la voir dans sa maison à Nice, dans son appartement à Nice, en notant des anecdotes, en lui posant des questions sur qui elle était lorsqu'elle était jeune fille, et non pas lorsqu'elle était maman. Vous l'avez connue maman, vous ne l'avez pas connue jeune fille, étudiante, séduisante, avec différents amants, des questions que l'on ne pose jamais à sa mère. On n'imagine jamais sa maman, ne serait-ce que aimer son propre père. Donc aimer d'autres hommes, c'est un travail qui était assez particulier. Quel a été, avant que nous rentrions dans l'histoire, quel a été le détonateur? À quel moment vous vous êtes dit, je ne connais pas l'histoire de maman avant? C'est beaucoup plus tard. Quand on est enfant et gamin et même adolescent, on se pose pas tellement de questions sur d'où viennent les parents, qui est ma mère. Et c'est plus tard, adulte, marié sans doute, et ayant déjà peut-être un enfant, ouais, le premier mariage, que je me suis dit, mais je ne sais rien d'elle. Et on avait quelques éléments, parce que de temps en temps, elle en parlait, d'un père qu'elle avait jamais vu, d'une mère qui l'avait abandonnée, mais elle ne disait pratiquement rien. Et donc il y avait un mystère, et je voulais d'abord savoir pourquoi elle ne disait rien. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette espèce de pudeur incroyable qui faisait que cette femme, pleine d'amour et de vie, qui ne s'occupait que de ses enfants, nous, les 4 frères, et puis ensuite nos propres enfants, ne voulait pas raconter sa vie. Soit c'était la honte, parce qu'elle était effectivement une fille naturelle, et qui a été abandonnée par son père, qu'elle a vu une fois dans sa vie, et sa mère, qu'elle a vue pratiquement 3 fois. Soit que, au fond, elle se disait, j'ai changé de vie, je suis autre, puisqu'elle a eu la chance et le miracle de rencontrer mon père, qui avait 20 ans de plus qu'elle, si bien qu'elle, d'une certaine manière, il est devenu son père. C'est ça, c'est la quête du père, 20 ans d'écart. Ouais. Et elle a fabriqué avec lui une sorte de cocon, dans lequel on était tous très heureux, qui se passait très bien, et il n'était pas question de parler du passé. Or, pour moi, le passé signifie tout et explique tout, en partie en tout cas. Ah ben alors, en tout cas, cette investigation, elle est bouleversante. On peut pas faire d'ailleurs, Leïla, on peut pas lire ce livre sans faire le travail de se poser des questions sur sa propre maman, son propre papa. Sauf s'ils ont laissé des VHS. non, mais ils sont pas tous comme les tiens. Et c'est aussi ce qui est très très beau dans ce livre, Philippe Labro, parce que finalement, partir sur cette quête-là des origines, on est dans la grande tradition littéraire. Beaucoup d'auteurs l'ont fait. C'était sans doute pas leur premier livre, et c'est pas le vôtre non plus. Et ce que j'ai trouvé très touchant, c'est comment vous racontez l'itinéraire de cette mère, comment vous, en tant qu'enfant, vous dites très bien, il nous suffisait. On n'avait pas besoin d'aller chercher plus loin, c'était eux, les parents, le socle, ce père aussi fort et qui tenait toute la maison. Cette mère qui, ce que j'ai trouvé profondément touchant, c'est comment une femme comme votre mère, qui n'a pas forcément joui de toute cette tendresse maternelle et paternelle, a été capable, à son tour, sans rien savoir, sans rien apprendre, sans jamais le ressentir, elle a été capable de le donner à ses propres enfants. Ouais. Et moi, je trouve ça tellement bouleversant. Ouais. Et vous commencez le livre aussi, moi, juste avant même de lire vos premiers mots, la citation, l'exergue de Cohen, d'Albert Cohen. Ouais. Voilà, j'ai fini ce livre, et c'est dommage. Pendant que je l'écrivais, j'étais avec elle. Et j'ai trouvé ça vraiment, Philippe, vraiment bouleversant. T'as lu que ça? Non. mais c'est vrai qu'elle revit. Ouais. Ça donne le ton, et tout de suite, moi je vous ai vu tout d'un coup, Philippe, comme un petit garçon. Ce que je suis encore. Ce que vous êtes encore. Ce que nous sommes tous. Mais je l'ai redécouvert. C'est ce que disait le prêtre des Glières pendant la guerre à Malraux. Malraux lui dit, qu'est-ce que vous avez appris dans votre sacerdoce? Et il dit, j'ai appris que les gens sont plutôt malheureux d'une manière générale, mais surtout qu'il n'y a pas de grandes personnes. Nous ne sommes pas vraiment des grandes personnes. Nous sommes des enfants qui ont grandi, ce qui n'est pas pareil. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre commentaire. Oui, effectivement, cette femme n'a pas été aimée pendant les 20 premières années de sa vie, pratiquement. Bon, elle a eu une amourette, voilà. Et puis elle a été aimée de son frère, puisque son frère est aussi issu du même
couple improbable entre une jeune institutrice française et un comte polonais qui possédait la moitié de la Biélorussie. Bon, on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, ça, j'ai jamais pu le savoir, c'est impossible. Parce qu'on a beau appeler les mairies, voir les fiches d'état civil, voir les généalogistes. Ouais. Alors, quand on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, vous parlez de votre grand-mère. Que j'ai jamais connue. Voilà. Et mon grand-père, que j'ai jamais connu. Voilà. Bien. Et donc, vous imaginez qu'elle était peut-être prescripte, tuteur ou à l'époque, professeur de français en Pologne. Oui, à l'époque, effectivement, dans tous les pays d'Europe, ce qu'on appelle l'Europe de l'Est, qui est l'Europe tout court, il y avait une tradition sur laquelle le français était la première langue. Et il y avait beaucoup, effectivement, de gens qui, dans les familles un peu riches, venaient apprendre le français aux enfants. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, ma mère est issue de ce couple qui l'abandonne. Illégitime, parce que lui il avait d'autres enfants. Il marié 5 enfants. Voilà. Et puis, on rigole pas dans une famille polonaise du début du siècle. Mais visiblement, il aimait votre grand-mère, puisque non seulement il lui a fait un enfant, mais il en a fait un deuxième un an après, donc c'était une liaison, c'était pas juste une aventure. C'est une histoire d'amour. Voilà. Beaucoup d'affection quand même, 2 enfants. C'est qu'on aime bien la personne. Non mais en un an d'écart. N'écoutez pas Philippe. Moi je t'aime beaucoup, Nagui, mais le truc c'est que Philippe il peut pas dire qu'il connaissait pas. Hein. Non, mais ce que je voudrais répondre à la question là, c'est comment quelqu'un qui n'a pas connu l'amour, la tendresse maternelle arrive à devenir une telle mère. Et une telle grand-mère qui a sur son petit carnet toutes les dates d'anniversaire de tous les membres de sa famille. Eh bien, parce que selon moi, le manque d'amour crée le besoin d'amour et de donner. C'est-à-dire qu'elle passait son temps à donner ce qu'on ne lui avait pas donné. Et c'est assez beau. Je pense que c'est pas unique au monde, hein, ça existe beaucoup, mais il y a ce renversement total de situation qui est dû surtout à la rencontre avec mon père. Sinon, que serait-elle devenue? Alors ce roman se lit comme on comprend comme une histoire d'amour entre vous et votre maman, mais aussi avec ses rebondissements. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses, mais à un point dingue. Ça vous a pris combien de temps pour faire toutes ces enquêtes, toutes ces rencontres? Parce que c'est une véritable investigation. Ouais. Vous êtes. J'allais souvent la voir quand elle était à Nice. Papa avait déjà disparu pour lui poser des questions, pas forcément sur elle, mais pour la voir, pour l'aimer. Et puis, comme je suis journaliste, j'avais mon petit Moleskine avec moi, mon petit carnet, et j'écrivais quelques éléments. Ce qui a commencé à l'énerver. Oui. Je dis, ça te dérange? Elle me dit, non, pas du tout. Mais quand une mère vous dit non, ça ne me dérange pas, ça veut dire que oui, ça me dérange. Donc, vous posez votre carnet et vous essayez de faire travailler votre mémoire. Et j'essayais de savoir, parce que elle dissimulait tellement ses origines. Je ne sais pas si c'était par honte ou par pudeur, ou tout ça à la fois, ou par orgueil, qu'elle nous donnait même, parce qu'il n'y a pas que moi qui lui ai posé des questions, un faux nom du père. Elle connaissait parfaitement le vrai nom. Ouais, elle prétendait qu'il s'appelait Slotine, et en fait, c'était... Alors Slotine, il y avait un copain François qui s'appelait Slotine, je lui ai dit, écoute, on est peut-être cousins, et ça nous a tous fait rire. Et comme il était juif, j'ai dit à mes enfants, ben voilà, on est peut-être juifs. Et ma fille a dit, chouette. Et dans cette enquête, vous découvrez donc votre grand-mère avec votre oncle, donc Henri et Henriette ont été qui s'appelait Henri et Henriette parce que le comte enfin je sais pas si c'est un comte polonais, je sais plus. Oui, c'est un comte polonais, il s'appelait Henrik. Donc Henri et Henriette sont confiés à une sorte de nounou de. Non, c'est une femme qui dirigeait une pension. En Suisse. D'abord en Suisse, ensuite... Je les appelle les enfants valises. Il y a eu Mani et il y a eu Marraine. Voilà, bravo, vous avez bien lu. Oui, je vous remercie. Ah oui, il lit les livres, Nagui, quand il est formidable. Non, c'est rarissime, comme vous le savez. Aujourd'hui, nos confrères ne lisent sur France Inter, c'est contractuel, mais... Non, la personne qui lui lit les livres a une très bonne diction. C'est ça. Et une très bonne mémoire qu'il m'injecte aussi. C'est ça. Oui, donc elle est baladée, si j'ose dire. Il y a eu Mani, ça c'était Mani en Suisse. Ensuite. Ils sont restés quand même pratiquement 9 ans. Ouais. Ça veut dire qu'ils se sont attachés quand même. Oui, c'était leur mère. L'un l'autre, voilà. D'une certaine manière. Et là-dessus, la vraie mère arrive et leur dit, écoutez, bon, il y a des problèmes d'argent, faut que je vous emmène ailleurs. Problème d'argent, pourquoi? Parce que le comte ayant été enterré vivant par les bolcheviks, l'argent qu'il versait n'était plus là pour subvenir aux besoins de l'éducation des enfants. Donc là, il en reste encore un peu suffisamment pour l'emmener à Versailles dans une pension tenue par une femme admirable qui, elle, a vraiment élevé. Et mon oncle et ma mère, qu'ils ont appelé marraine. Marraine. Voilà. Et c'était une sorte de marraine. Mais tout ça ne fait pas
la présence d'une mère ou d'un père. Il n'y a rien à faire. Non, mais il commence. Il y a des moments extrêmement violents dans le livre, notamment quand à l'école on remplit des fiches avec nom de la maman, nom du papa. Ben là, évidemment, il ne pouvait pas remplir. Oui, d'autant ce qu'il y a nom-là. affaire à un salaud, quoi. Un professeur un peu sadique, ça peut exister, qui est là, il dit. C'est une vérification des fiches, donc mademoiselle Intel, très bien. Et puis il arrive à la fiche de ma mère, il dit mais attendez, je ne vois pas le nom de votre père. Et ma mère, qui est une femme très volontaire et très très orgueilleuse, se lève et lui dit donnez-moi ce papier. Et il y a une confrontation entre le prof et la jeune lycéenne qui fait que il se braque. C'est un méchant, hein, ça arrive. Et il dit à haute voix eh bien écoutez, très bien, votre fiche. Il y a écrit né sans père. Donc C'est d'une violence inouïe. illégitime. Inouïe. Parce qu'à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui, j'en suis sûr, être un enfant qu'on appelle naturel, c'était une tare. Hein, c'était comme une maladie. Alors dans tous Et à les partir de là, elle essaie de construire des défenses. On disait bâtarde. Oui. Ouais, c'est ça. Le mot même. plus qu'enfant veut dire, naturel. Enfant naturel, c'était quand on est on un était peu poli et châtié éduqué. dans sa c'est ça. langue, mais bâtard ou bâtarde, c'est quelque chose qui s'allume. imprime, C'est- qui c'est imprime ça. aussi une vie Ouais. et qui veut dire une humiliation au quotidien. Et alors, il y a une autre forme d'abandon aussi, c'est la reconnaissance que fera cette marraine de votre oncle, d'Henri, parce qu'il veut intégrer Saint-Cyr et là il faut qu'il soit adopté, entre adopté. guillemets, par marraine, et elle fera ce travail-là, mais elle ne le fera pas pour votre maman qui... Mais ça nous a toujours un peu surpris, nous, les c'est frères. violent, ça, quand même. Ben oui, et c'était pas violent de la part de ma reine. Elle lui a dit, écoute, tu es jeune et tu es belle, tu trouveras un mari, tu trouveras un nom. Tu auras un nom un jour. Donc tu feras ta famille, c'est Voilà, pas la c'est peine. ça. D'accord. Et Vous l'avez cette- rencontrée, marraine? Hein? Vous l'avez rencontrée, Oh, ben, marraine? bien sûr. Non, mais c'est une femme admirable. Elle les a élevés, elle les a pratiquement adoptés, même si elle n'a adopté officiellement qu'un des deux enfants. Simplement, je continue de croire que tout ça, ce sont des séries d'abandon. C'est aussi un livre sur l'abandonnite, ce qu'on appelle l'abandonnite, autant que sur la résilience, qui est le terme à la mode, c'est-à-dire la résistance aux coups que la vie vous porte. Et à partir de toutes ces épreuves, voilà une femme qui se reconstruit totalement grâce à son mariage et qui devient un puits d'amour et qui ne se donne qu'aux autres. Et qui se reconstruit dans le silence aussi de cette histoire passée. C'est cette envie-là de tourner la page, de laisser tout ça bien derrière elle, ce qui peut expliquer qu'elle n'en ait jamais vraiment parlé. Ouais, et puis Puits d'amour qui va se mettre en danger lorsque, pendant la deuxième, ou on va dire la seconde guerre mondiale, évidemment, parce qu'on n'attend pas une troisième. C'est pas fini. Donc pendant la seconde... Il y en a déjà une, hein. Troisième guerre mondiale. Vous êtes au courant? On est en guerre mondiale en ce moment, non? Vous savez pas? on est en guerre. Ouais, j'ai pas. Bon, Presque mondiale, mes enfants. d'accord. Bon. Vous n'êtes pas venu, Philippe, pour plomber la journée, quand même. On était là avec la. On est parlait tranquille à d'amour. 4 avril. Ouais, Voilà, je comprends il fait pas. beau. Il nous C'est déclare pas la guerre. temps. Bon, Non, pardon, mais donc je pour vous revenir Attendons les historiens, ouais. à la lucidité de votre papa, Jean-François et pas Jean, parce que vous l'appelez Jean pendant le long, et en fait son prénom c'est Jean-François. Oui. Voilà. Vous partez donc dans la zone libre en se disant on peut pas rester à Paris, il faut protéger la famille et les enfants. Donc là tous les 6 partez pour Montauban, pour la villa de l'horizon que vous décrivez, mais on a l'impression de l'avoir visité maintenant cette maison où votre père va être sollicité pour protéger des juifs qui vont fuir évidemment le nazisme et l'horreur pour aller dans cette zone libre ou vers les À Pyrénées. partir de la zone, partir vers les Voilà. Pyrénées et l'Espagne, oui. Et vos parents vont être des justes. Oui, c'est ça. Oui. Beaucoup plus tard, grâce à des témoignages qui nous ont été sollicités, ils ont été reconnus par Yad Vashem comme ce qu'on appelle juste parmi les nations. Et c'est évidemment quelque chose de très très admirable ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont risqué leur vie et celle de leurs enfants. Et celle qui